Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo ludothèque de l'année 2023. Voilà. L'année dernière j'en ai déjà fait une, ça avait plutôt bien marché. Donc je me suis dit bah pourquoi pas en faire une cette année, ça peut être une bonne idée. En plus là on approche de Noël et tout, du Black Friday, donc je me dis peut-être que les gens ils vont voir des jeux, ils vont se dire ah putain c'est vrai qu'il y a ce jeu là. On va l'acheter, voilà. Ça sert pour tout le monde, moi ça me permet un petit peu de faire le point sur chaque jeu. Et vous, de peut-être si vous me suivez un petit peu, de savoir ce que j'ai actuellement comme jeu, ce que j'ai vendu aussi. Il y a des grands absents de jeux que j'ai pu présenter. Mais voilà, donc ça va être sympa, on va faire un petit peu tout le tour. Donc il n'y a pas que ça, hein, derrière moi là c'est juste pour faire un petit décor de jeu, mais bien sûr, bon, ça s'est étalé un petit peu plus loin. Alors, dans cette vidéo, je vais pas vous présenter les jeux que j'ai pas joué, parce qu'en fait ça sert à rien. L'année dernière je l'avais fait, j'étais en mode oui alors ce jeu là il est sur ma pile de la honte, voilà j'y ai pas joué, rien à dire dessus, je l'ai acheté parce que tant, mais voilà donc je vais présenter, alors peut-être que vous allez voir des jeux que je vais passer du coup, mais voilà je vais pas en parler, ça sert à rien, bon. On va vraiment se concentrer sur ce quoi j'ai joué, et vous allez voir souvent bah, c'est des jeux que j'ai appréciés forcément parce que bah moi, je m'encombre pas trop avec des jeux que je joue pas, donc pour le coup, les jeux que je joue pas, souvent, quand j'y ai pas déjà joué, ça dégage, hein, ça sert à rien. J'y ai joué, je sais que ça me plaît pas, donc bon. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier. Donc, hop, il est tout là-haut. Donc je crois que c'est la, bah, ça tombe bien, c'est la review la plus récente que je vous ai fait. Northgard, Uncharted Lands. Alors Northgard, donc voilà, je vais pas dire plus que ce que j'ai dit pendant ma review, hein. C'est un jeu qui est pas mal parce qu'en fait il mixe deux genres qui sont le 4X et le deck building. Donc le niveau du deck building, j'avais trouvé ça pas mal parce qu'en fait les cartes sont cool, les cartes à récupérer, mais sans être trop puissantes, sans être trop unbalanced au niveau de l'équilibre, c'était bien, il n'y avait pas grand chose qui est ultra fort par rapport à l'autre. Niveau 4X, c'est très simple et du coup c'est assez accessible. Par contre, je trouvais que le jeu de base, c'est pour ça qu'on va parler des extensions après, mais le jeu de base, je trouve qu'il est un peu trop sage, c'est-à-dire que le fait que vous alliez chercher des gens, bah finalement, vous n'êtes pas forcément récompensé de le faire, à part prendre des territoires, mais la plupart du temps, pour virer vraiment quelqu'un d'un territoire sans que derrière il revienne vous faire chier, bah c'est galère. Donc ouais, pour ça, bon, j'avais trouvé que le jeu manquait un peu de méchanceté, voilà. Les extensions, alors pourquoi je le garde aussi celui-là, j'aime bien, j'aime plutôt bien le jeu en plus, bah, c'est que en fait je trouvais que peut-être avec les extensions, on m'a dit que ça rajoutait voilà, du peps, donc bah à tester, hein. À voir si vraiment c'est le cas. Alors Voyageur, alors ça c'est un jeu que je pense que les gens, certaines personnes s'attendent pas à voir dans ma ludo. Voyageur du Tigre du Sud, voilà. Alors, ce jeu, donc Sean Phillips, donc, qui toujours la même DA, toujours plein de mécaniques différentes, intéressantes. Je l'aime bien ce jeu, voilà, j'ai fait une partie de ce jeu-là, j'ai pas encore fait la review dessus parce que j'attends vraiment de potasser le truc, de me dire bon, qu'est-ce que j'en pense vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé ma partie, donc c'est un... En fait, ce jeu, c'est un mix entre plein de mécaniques différentes. Vous avez du positionnement du deck, non pas du deck building, qu'est-ce que je raconte, du tableau building, du placement d'ouvriers, vite fait, hein. Voilà, enfin, il y a plein de trucs. C'est vraiment très varié. Et pour le coup, j'avais vraiment bien aimé ce côté. Bah, t'as toujours un truc à faire, tu sais à peu près. En plus, tu vois, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que tu sais, enfin, t'as toujours quelque chose à faire et t'es jamais trop bloqué. Tu te dis, bon, ok, bon, si là, je sais pas quoi faire, je vais chercher cette carte-là. Voilà, je le trouve assez fluide dans sa manière de jouer. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup apprécié. J'avais joué à Paladin aussi, je vous avais parlé dans un retour ludique. Mais celui-là, ouais, vraiment super cool. Et j'ai hâte de voir la suite là qui devrait sortir de la trilogie, qui devrait sortir bah, dans les prochains jours. Je vais me le procurer parce que j'avais vraiment aimé ce premier volet. Je sais qu'il est assez clivant parce que les gens, je crois qu'ils le reprochent. Bah, en fait, je pense que c'est le côté aussi aléatoire du placement de dés. C'est que tu lances un dé, mais bon, même si dans ce jeu-là, tu peux un petit peu changer les numéros, etc. Je pense qu'il y a quand même un truc, bon, qui a pas dû plaire. Peut-être trop aléatoire par rapport aux anciens. Je sais pas trop ce que les gens lui reprochent, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ah, Dune. Alors ça, bon, ça c'est un incontournable, hein, Dune Imperium. Voilà.
Incontournable. Bon, je vais vous le dire quand c'est des top 10. Voilà, parce que bon, je fais jamais de top parce que je trouve ça complètement putaclic. Mais bon, je vais vous le dire quand même là pour le coup. Donc ce jeu-là, top 10. Dune Imperium, donc mix entre poste d'ouvrier et deck building pour le coup. Là, on est sur un autre registre que Northgard. Très bien, très très bien. Moi j'ai fait deux parties de ce jeu-là. Ma première partie, c'était, je m'en souviens très bien, j'avais eu une tension tout du long, en mode, je sais pas si je vais gagner ou pas. Tout le monde est se coller au cul, tu vois. C'était, on savait pas en fait. C'est vraiment, j'étais stressé, tu vois. Et quand j'ai terminé, tout le monde dévoile ses petites cartes intrigues, etc. Et là, tu vois la finalité et tout. Et bah, en fait, on est tous surpris. Et j'avais grave aimé en fait. Et j'avais trouvé ça cool. Dans ma première partie, j'avais pas pris le troisième ouvrier. Bon, après, peut-être que c'est parce que je jouais pas forcément avec des joueurs expérimentés, mais le fait de pas le prendre, ça m'avait pas trop pénalisé. Je me suis dit, ah, c'est cool parce que, avec la mécanique de révélation, donc le fait que quand vous gardez vos cartes en main, elles servent quand même à avoir des effets, vous les jouez pas. Bah, j'avais trouvé ça hyper cool que bah, moi du coup je sois favorisé parce que j'avais moins d'ouvriers à poser quoi. Donc non non super bien ce jeu. J'ai trop envie de tester les extensions du coup. Mais voilà, maintenant il faut du monde pour y jouer parce que bah, c'est un public. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, mais bon la confrontation directe ça plaît pas à tout le monde. Même si en fait c'est juste un jeu de majorité, hein, y a rien de très méchant. Alors Red Rising on n'y a pas joué encore. Ah Bullet. Bullet Heart. Bullet Heart. Donc, vidéo, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous conseille d'aller la voir. Alors, il y a un truc que j'avais pas capté pendant la vidéo et du coup, ma review, voilà, elle est un peu. J'ai oublié un aspect du jeu dans la review. C'est qu'en fait, le jeu, c'est un jeu en temps réel. Et nous, on jouait pas forcément en temps réel quand j'ai fait mes parties. Et je pense que ça doit être beaucoup. Ça doit pallier le défaut des jetons que j'avais évoqué dans la vidéo, le fait de ne pas avoir assez de ressources. Donc Bullet Heart, c'est un jeu d'un shoot 'em up, c'est inspiré d'un shoot 'em up en temps réel du coup. Coop, solo, confrontation, en équipe, t'as tout dans ce jeu-là. Le mec a réfléchi à son jeu pendant 107 ans. C'est super original, moi j'ai beaucoup aimé parce que le côté puzzle, mais en même temps du coup, bah, par la suite quand j'ai rejoué en temps réel, le côté bah, tu dois aller vite, tu dois optimiser. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais pour le coup, ouais, je trouve ça cool comme jeu. J'ai pas envie de le vendre parce que je le trouve vraiment original pour le coup. C'est voilà. Donc vachement bien, Boulette. Très très bien. Belette. Ah bah ça c'est un jeu, c'est pareil, je pense que personne n'est au courant, je l'avais. Mais il est super cool. À la recherche de la planète X, donc ça, les gars, c'est un jeu, il faut que vous l'aviez. Il faut que vous l'ayez, pardon, je sais plus parler, voilà, je tourne encore à je sais pas quelle heure ma vidéo. Euh, Ça c'est un jeu qu'il faut avoir. C'est un top 10, je vous le dis. C'est un jeu fabuleux Donc ça joue avec une appli. D'habitude je suis pas fan des jeux avec des applis, mais là pour le coup bah, ça marche hyper bien parce que en fait le but c'est que vous avez une planète qui est cachée dans plusieurs secteurs. Donc tu as une grande map stellaire circulaire. Tu as une planète qui est cachée quelque part, la planète X, et toi tu dois découvrir où elle est et tu te sers de l'appli pour récolter des indices pour pouvoir avancer. C'est hyper malin, franchement. Je pense que j'ai rarement vu un concept aussi qui m'a autant marqué et j'ai trouvé aussi génial. Voilà, ce jeu-là, c'est un stand-by, hein, très clairement. Il n'y a rien à dire dessus à part que c'est génialissime. Si vous aimez bien un petit peu de réflexion, éliminer des probabilités voilà, sur une feuille avec l'appli, vous vous servez de l'appli. Il y a une bonne ambiance, il y a une ambiance très chill, tout le monde est focus, mais c'est agréable. C'est pas un jeu qui est frustrant en fait, qui provoque aucune frustration. Trop bien Planetic, j'adore ce jeu. Encore un top 10, bon celui-là je le présente plus, hein, je l'ai déjà présenté l'année dernière. Je crois que j'ai pas rejoué depuis. Si, j'y ai rejoué une fois depuis l'année dernière. Mais Res Arcana, Res Arcana, je veux dire, je le présente plus, hein, Res Arcana, c'est exceptionnel. Donc un jeu de gestion de ressources où vous devez bah, optimiser, voilà, toujours. En fait, vous allez jouer des cartes qui vont générer des ressources, mais vous n'avez pas joué beaucoup de cartes et il faut essayer de faire un moteur. Donc c'est de la création de moteur, de ressources, mais avec très peu de cartes. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a très peu de cartes dans le jeu, mais elles ont toutes une utilité. Bon, il y en a quand même qui sont éclatées au sol, hein, mais il y en a certaines qui sont vraiment. C'est essayer de créer une synergie entre les cartes. Et c'est génial à rejouer. On comprend très vite ce qu'on doit faire dans le jeu.
Moi j'ai adoré le jeu, hein. Vraiment, bah, c'est toujours un top 10. Je pense même que c'est dans mon top 3. Res Arcana, j'ai rien à dire de plus à part des éloges. Donc ouais, il va rester là encore un moment, je pense, celui-là. Ah, Arrest Expedition. Alors, je crois qu'il était déjà là l'année dernière. Ouais, il était déjà là l'année dernière. Alors, Arrest Expedition, la différence avec l'année dernière, bon, il est toujours dans mon top 10, c'est génial. Parce que bon, moi, j'ai pas joué à Race for the Galaxy, donc vous comprenez que j'ai découvert vraiment la méca avec ce jeu-là. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié. La méca des phases simultanées, etc. Ça, c'est hyper cool. La différence avec l'année dernière, c'est que j'ai vendu Terraforming Mars. Parce que je trouve que je préfère largement cette version à Terraforming Mars. Je m'amuse plus. Voilà. Je trouve que Terraforming Mars, de base, bah, il est trop lent, c'est trop long pour peu d'émotions. Et celui-là, je me retrouve beaucoup plus dans la mécanique. Et le feeling de gestion, de jeu de gestion avec des cartes, je le retrouve aussi, donc c'est très bien. Bon, il manque le côté des tuiles, mais là, avec les dernières extensions, on a eu les objectifs, on a eu un petit peu ce qui manquait par rapport au jeu de base. Il y a juste le positionnement de tuiles, mais moi, c'était pas du tout la partie que je préfère dans le jeu de base. Donc voilà, toujours là, celui-là, il va rester longtemps parce que j'adore ce jeu. Ah, alors, It's a Wonderful World. Oh putain, la boîte, grosse boîte, hein. Alors pourquoi grosse boîte? Parce que, bon, Wonderful World, vous connaissez quand même le jeu. Je pense que beaucoup connaissent le jeu qui sont sur cette vidéo. Regardez. Ah, parce qu'en fait, elle a une petite particularité, c'est que c'est la version Legacy, donc héritage, qui est disponible, donc qui est issue du KS, qui est disponible en OCAS si vous jamais vous la cherchez. Donc cette version-là, elle rajoute quoi? Elle rajoute mode campagne, des éléments rajoutés dans le jeu de base par la suite, donc c'est vachement bien. Parce qu'il y a eu des extensions de ce jeu. Voilà. Donc It's a Wonderful World, c'est un peu mon remplaçant de Seven Wonders, parce que Seven Wonders, si vous avez vu la vidéo des jeux que j'ai vendus l'année dernière, bah il était vendu en fait ce jeu-là, parce que bah trop impossible de le sortir, et puis finalement, bon j'aime bien les jeux de draft, moi j'aime bien les jeux où tu prends et tu passes, c'est vraiment super cool, mais je sais pas, j'étais en mode Seven Wonders, je ne peux pas le sortir, donc ça sert à rien. Ce jeu-là, moi j'aime beaucoup, parce que bah tu peux y jouer un nombre plus restreint de joueurs, moi c'est un Wonders, franchement ce que j'avais adoré dans le jeu, c'est de pouvoir y jouer un max. Là bon voilà, finalement je me retrouve plus dans celui-là, t'anticipes, alors c'est beaucoup plus cérébral, hein, t'anticipes beaucoup plus ce que tu dois faire, d'avoir un plan de jeu. L'équilibrage du jeu, je le trouve bon. Je trouve quand même que les businessmen sont plus forts, mais après peut-être que c'est parce que j'ai pas assez de parties à mon actif, hein, mais non, très cool ce jeu-là. Je trouve que c'est un jeu à voir, même si il est assez froid, je suis d'accord. Mais j'aime bien quand même y joue. Après, on va passer sur des jeux coop. Là, c'est vraiment mon étagère de jeux de confrontation. Ah, alors ça, je sais pas si tout le monde connaît ce jeu-là. The Great Wall. Alors ça, c'est pas un jeu qui est à moi, pour le coup. Mais j'ai pu y jouer. Donc, The Great Wall de la compagnie Awoken Realms, hein, qui ne sort jamais ses jeux. Donc The Great Wall, c'est un jeu de worker placement, donc placement d'ouvriers, et avec une mécanique de semi-coop où en gros vous allez avoir des objectifs communs avec les autres joueurs, c'est-à-dire défendre la muraille. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, bah, vous êtes mort et tout le monde est mort. C'est un peu, voilà, c'est très, c'est clivant quoi. C'est soit tu aides un peu à défendre la muraille, soit tu le fais pas et voilà, et tu te fais défoncer, tu perds la partie. Donc c'est un mix super intéressant entre le placement d'ouvriers, donc gestion de ressources, et du tower defense, où vraiment tu dois saisir les opportunités. T'es là, tu sais pas si tu dois trop en faire ou pas assez, mais il faut quand même faire quelque chose. Mais tu vois, si tu commences à trop envoyer de gens, bah forcément ça te coûterait des ressources et tu vas perdre à la course du gain de ressources derrière. Donc je sais pas, j'ai un vraiment bon feeling sur le jeu. Je pense par contre qu'il est un peu long, c'est dommage. Je trouvais quand j'avais vu, il y avait beaucoup d'âge dans le jeu, donc de durée. Ça mériterait peut-être à être moins long, mais non, le feeling du jeu est super intéressant. C'est vraiment un jeu très très cool. Voilà, des mécaniques qu'on ne voit pas assez souvent et que moi qui me plaisent pas mal. Donc Legend of the Void, toujours pas joué. Ah alors ça, bon, je l'ai présenté pour le coup, hein, donc donc ça va pas vous étonner. Hop, il est juste là, le petit bébé qui fait... Oula, il y a tout qui tombe là, je sais pas ce qui se passe. C'est la carte de... c'est la carte de Gloomhaven qui tombe. Alors,
Voilà, inutile d'en dire plus. Alors la boîte pèse son poids, mais j'adore ce jeu. Too Many Bones, voilà. Déjà présenté cette année, hein, récemment. Enfin récemment, quand j'étais chez moi pour faire des vidéos. Too Many Bones, donc allez voir ma vidéo, hein, je veux dire, je dis que du bien du jeu pendant 20 minutes. Donc voilà, c'est un jeu RPG, donc avec des classes de personnages. Vous allez pouvoir les améliorer en achetant des dés, donc des dés que vous allez pouvoir lancer pour activer des sorts. Faire des rencontres aléatoires jusqu'à ce que vous arriviez à un boss en étant préparé. Ce jeu, bah, il est brillant, moi je vous dis, c'est vraiment un jeu que j'adore. En plus, la boîte est complètement optimisée, c'est-à-dire elle est minuscule, mais elle pèse son poids. Donc voilà, c'est pas une boîte qui prend de la place pour rien, c'est une boîte qui prend de la place pour un grand jeu. Et ça, faut le dire quand même. Donc Too Many Bones, c'est excellent. Voilà, il y a beaucoup de possibilités avec un perso. On a plein de choses à tester dans le jeu, plein de choses à comprendre. C'est vraiment un jeu où on a du plaisir à comprendre de plus en plus de choses parce qu'on s'améliore. C'est un des rares coop où bah, au début tu te fais défoncer et par la suite tu vas apprendre vraiment à t'améliorer, à comprendre des tricks que tu peux faire. Et rien que pour ça, bah, c'est un top 10 aussi également, hein, bien sûr. Je pense que c'était évident. Alors, bon, là on a les petits composants de luxe de pricing, on va pas pas s'en servir pour l'instant. Gloomhaven, alors je crois que j'en ai pas parlé l'année dernière parce que je l'avais pas ici. Parce que j'ai fini la campagne depuis quand même, hein. Je ne sais pas si beaucoup de gens finissent les jeux à campagne. Ouais, c'est mon cas. Les Mâcheurs du Lion. Donc, ça c'est un jeu qui a quand même. Alors, pareil, la manière d'un Terraforming Mars, Gloomhaven, le jeu de base, je l'ai vendu. Parce que je trouvais que malgré le fait que ce soit un grand jeu, il était insortable. Tu t'arrives jamais à te motiver en fait à y jouer. À part si tu as une table dédiée, il faut se dire que moi j'ai pas forcément de table où je peux laisser des jeux 10 ans parce que bah, soit je dois l'utiliser pour travailler sur les vidéos, enfin voilà, il y a plein de raisons. Mais Gloomhaven, pour le coup, insortable et j'en avais un peu marre donc je l'ai vendu. En fait, j'étais en mode bah là ça fait 2 ans, je ne le sors pas parce que c'est une tannée à sortir ce jeu. Il y a les tuiles, tu mets super longtemps à préparer les parties donc j'en avais marre, je l'ai vendu. Par contre, celui-là, je le vends pas. Pourquoi? Parce que bah, j'adore Gloomhaven de base. Le gameplay, je le trouve. La mécanique de gameplay, je la trouve incroyable. Et dans celle-là, je retrouve le côté condensé, le côté facile à sortir du jeu. Avec, au lieu d'avoir des tuiles de merde, un classeur. Donc, où tu poses les persos dessus et les ennemis. Et franchement, c'est juste la meilleure idée. D'ailleurs, je crois que dans Divinity Original Sin, qui sort bientôt, ils vont faire à peu près le même principe, mais c'est totalement ce qu'il faut faire pour les jeux à campagne. Parce que les tuiles, je crois que dans Frosthaven, c'est aussi des tuiles. Moi, je suis désolé, non. Arrêtez, en fait, de faire ça. Peut-être que je dis une connerie pour Frosthaven, hein. J'en sais rien du tout. Mais non, non, mais c'est pas possible. Il faut faire un système comme ça parce que c'est un système qui est cool, qui donne envie de jouer au jeu. Et bah, pour le jeu, je crois qu'il coûte 60 euros celui-là. T'as tellement de choses, t'as tellement d'intérêt au jeu. Après, c'est hyper mécanique, faut pas penser que vous allez avoir une aventure narrative quand vous allez jouer au jeu. Mais voilà, j'adore ce jeu, c'est pareil, c'est un top 10. Beaucoup de top 10 qui sont là. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres que vous ne voyez pas encore. Donc Unicornus Night, j'ai fait une partie, mais j'ai pas encore d'avis sur la question. Alors par contre, Lord de Veil, j'ai un avis sur la question. Bon, il est encore là, donc ne vous inquiétez pas, ça va être un avis plutôt positif. Mais j'en ai jamais parlé en fait, je crois. Je crois que j'en ai jamais parlé. Non, j'en ai jamais parlé. L'Ordre de Veyel, donc chapitre 1 et chapitre 2, que je vais pas prendre parce que la boîte fait 100 kilos. Voilà. Alors, pourquoi j'ai gardé le jeu et pourquoi je l'aime aussi également? Donc déjà, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, les gens qui ont créé ce jeu, qui sont passés par un max de galères. Alors, les deux jeux sont différents dans leur structure. Ça, on est plus sur un espèce de dungeon crawler, et là, c'est vraiment une histoire story-driven. Là, donc Lord de Veil, c'est quoi la promesse de ce jeu? Parce que sinon, vous n'avez pas compris. Parce qu'en plus, la boîte, bah, ouais, t'as pas d'illustration, c'est un bouquin. J'aime bien l'idée du bouquin, je la trouve vraiment super intéressante.
c'est de faire découvrir le JDR à des gens qui jouent à des JDR. Donc c'est progressivement je crois que c'était ça leur idée, hein, c'est de basculer, de partir d'un jeu de société pur et dur et de basculer au fur et à mesure vers le jeu de rôle. Proposition que je trouve très intéressante. Donc j'ai pas encore joué au chapitre 2, mais j'ai bien joué au chapitre 1, donc je vais pouvoir vous en parler. Alors, j'aime beaucoup l'idée, et il y a plein de gens qui ont critiqué ce jeu, particulièrement parce qu'en fait les règles manquent de clarté sur certains points. Mais en fait, moi, alors c'est mon interprétation des choses, mais j'ai compris la chose en me disant, bah c'est à moi de faire. Moi, en fait, comment ça marche lors de VH, c'est un dungeon crawler où des aventuriers, vous choisissez une classe de perso et vous allez avancer dans le donjon pour arriver à un boss de fin. Et il y a un maître du jeu, comme dans un jeu de rôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, le maître du jeu, il fait ses propres règles. Vous voyez? C'est pas un maître du jeu adversaire. C'est pas un overlord. Le maître du jeu, c'est un maître de jeu. Donc il est là pour faire avancer les joueurs et faire en sorte qu'ils s'amusent. Pour moi, je vois ça comme un entertainer. C'est un mec qui est là pour amuser, un amuseur. Donc, il y a certaines règles, certes, qui sont pas claires, mais libre à vous de les adapter, libre à vous de les façonner pour que le but de fin, ce soit que les gens s'amusent un max. Peut-être qu'il y a des choses où les gens sont en mode, ouais, il faudrait une FAQ. Mais non, il ne faut pas de FAQ, c'est vous la FAQ. C'est vraiment vous la FAQ. Donc voilà pourquoi moi j'ai adoré le jeu, c'est que vraiment, bah, je jouais maître du jeu et j'étais en mode, bah là je les voyais galérer, j'étais en mode, bah non, je vais peut-être les aider un peu, je vais leur faire ça, je vais leur faire ci. Voilà, je vais participer au truc. Donc super cool Lord of the Veil pour le coup, c'est vraiment très très bonne surprise. Très bon concept. Donc c'est pour ça que je le garde parce que bah, ça c'est un jeu à sortir avec des nouvelles personnes pour leur faire découvrir un peu ce que c'est bah, un petit jeu assez simple, dungeon crawler simple, et puis avec un maître de jeu qui est là pour qui s'amuse à max. Voilà. C'est super cool. Ça c'est pareil, c'est un jeu que j'avais pas je crois l'année dernière. Je sais plus. Je sais plus. Spirit Island, le légendaire Spirit Island quand même, on le présente plus ce jeu, c'est Spirit Island quoi. Vous êtes obligé, si vous jouez un petit peu, d'avoir entendu parler de ce jeu. Donc Spirit Island, c'est un jeu de... c'est un peu un ovni aussi, mais en gros vous devez défendre. Vous avez des colons qui arrivent sur une île, des colons, des conquistadors, et vous êtes une île protégée hein, avec des indigènes. Et vous en fait vous êtes les esprits et vous devez protéger l'île pour éviter que bah, les humains, ces connards là, ils détruisent tout quoi. Donc voilà le pitch. Donc faut leur faire peur et qu'ils se cassent, qu'ils rentrent chez eux au Portugal. Spirit Island, c'est un jeu qui est très cérébral hein, pour le coup, mais pas tant que ça. Si vous jouez vraiment, vous débutez. Alors moi j'ai pas commencé avec ce jeu-là. J'ai commencé avec l'autre version que peut-être plein de gens ne connaissent pas ici. Je vais la sortir directement. Hop. Qui est Horizon of Spirit Island. Voilà. J'aurai l'occasion de vous faire une review de ce jeu. Donc je ne vais pas en parler non plus 10 ans. Mais en gros, c'est un jeu qui permet de faire la passerelle pour accéder vraiment au contenu de Spirit Island, tout en rajoutant des choses que vous pouvez utiliser dans l'autre jeu. Mais donc Spirit Island, bah, moi je l'ai découvert avec l'autre jeu et j'ai replongé un peu dans celui-là après et j'avoue que j'ai trouvé les esprits bah, de base, les plus simples, moins intéressants que ce que j'avais pu tester dans Horizon. Et du coup, bon, je suis un peu moins emballé sur ce jeu-là que les Horizon, mais je vais pouvoir tester les choses qui sont exclusives à ce jeu-là, qui rajoutent de la difficulté. Mais voilà, c'est un jeu qui est hyper intelligent. Si vous cherchez un bon jeu coop à deux, bah, c'est super cool d'y jouer à ce jeu-là. Moi, je le trouve. Vous arrêtez vraiment pas à la gueule du jeu. Parce que le principe, vraiment, il est cool. Il y a vraiment. Moi, c'est un peu comme Too Many Bones quand je vous en ai parlé dans la review. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans ce jeu. En mode, quel est l'intérêt de ce jeu? Pourquoi je devrais y jouer? Mais une fois que j'ai testé, que j'étais dedans, oh bah, j'en suis pas sorti. Je veux dire, j'étais en mode, c'est génial. Donc Spirit Island, très cool. Bon, par contre, les éditions, trop chiantes à trouver. Ça, c'est vraiment un jeu, encore une fois. Bah, c'est un Intrafin, hein, désolé, Intrafin, mais faut vraiment que vous éditiez plus de jeux parce que tout le monde le cherche, ce jeu, en fait. C'est Spirit Island, tout le monde le veut, ce jeu.
Ensuite, une série que, pour le coup, qui a un peu plus de niche que Spirit Island, parce que là, on passe du tout au tout. Donc, il y a 4 volumes. Là, il y en a 3, il y en a un à mes pieds. Qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé dans un retour ludique. Il s'agit de la série des Explorites. Donc, une série de landcrawlers. Donc, chaque jeu a un setup différent, a des mécaniques différentes. On part toujours d'une base qui est ici, du 1. Et vous rajoutez au fur et à mesure des volumes, des mécaniques, qui rendent le jeu un petit peu plus dense, donc un petit peu plus complexe. C'est pour ça que je recommande souvent aux jeux qui s'intéressent à la série de commencer par celui-là. Explorit, c'est quoi? C'est un landcrawler, donc vraiment digne de délire de Mage Knight pour les plus connaisseurs, on va dire. En fait, l'idée, c'est que vous avez une classe de perso et vous pouvez vraiment la customiser. C'est un système en fait, Explorit, plus qu'un jeu. Vous allez vraiment créer votre perso de A à Z, un petit peu ses caractéristiques. Il y a un choix de classe énorme dans le jeu. Voilà. Et chaque jeu, je vous dis, est particulier. Celui-là, ça va être plus un jeu de course. On va devoir s'équiper, se stuff, se gagner en puissance avant que l'ennemi principal, donc celui qui est sur la boîte, viennent vous casser la gueule. Donc voilà, c'est super intéressant comme jeu. Vraiment, je vous recommande de vous plonger dedans si vous aimez un petit peu les... Même en jeu solo, même en jeu coop. Moi, j'ai joué les games d'Explorit que j'ai fait, on était beaucoup. Et vraiment, chaque personne était investie parce que c'est un jeu qui rend assez satisfaisant la montée de son perso. Alors, c'est un peu tableur Excel parce que c'est sur des feuilles avec des feutres plastifiés où vous devez effacer au marqueur, etc. Donc ça fait un peu tableur Excel avec plein de chiffres, des items, t'as pas d'items visuels, tu vois. Mais ouais, moi c'est pareil, c'est un jeu qui a toujours pris pour le coup, donc très cool Explorit, moi je vous le recommande. Et si vous aimez le jeu et que vous recherchez un petit peu plus de complexité, je vous recommande les autres volumes, surtout le dernier qui est à mes pieds là, qui est vraiment très cool. On a fini pour cette étagère là, on va descendre. Hop, je crois que j'en ai déjà parlé de l'année dernière. J'ai fait une review dessus. Jekyll versus Hyde, un petit jeu. Donc ce petit jeu là, c'est un jeu de duel. Voilà, donc à 2 joueurs. Un jeu de pli à 2 joueurs, donc déjà incroyable. J'en avais parlé l'année dernière, je vous renvoie à ma review. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'ai pas envie de vendre parce que un super feeling en fait. Voilà, je vais pas en parler plus longtemps que ça, je vous laisse aller voir ma vidéo si vous voulez. En plus c'était une vidéo que j'avais bien montée à l'époque, donc j'en parle assez bien et mon avis n'a pas changé depuis pour le coup. Pareil pour ce jeu là, alors pour le coup celui-là je vais le vendre. Il a fait son temps et je trouve un peu moins d'intérêt à ce jeu là que à Jekyll vs Hyde, c'est aussi un jeu de duel. On en a beaucoup parlé, il a été nominé à l'As d'Or. C'est très cool, mais bon, voilà. Moi, je pense avoir fait le tour de jeu, j'ai pas mal joué. Au bout d'un moment, bon, alors c'est marrant dans ce jeu-là, c'est que j'ai toujours pas trouvé la bonne stratégie pour gagner pour le coup. J'ai vraiment du mal à me mettre dans le jeu, à essayer d'imaginer des stratégies en fait. C'est un jeu trop compliqué pour moi, je pense, pour le coup. En tout cas, facile à jouer, mais à maîtriser vraiment très très compliqué. Ensuite, on a les. Alors, vous les voyez là. Ah non, vous les voyez pas. Bon, il y a les Dice Throne. Je vais en sortir un. Dice Throne, alors là, on est sur un cas qui est très intéressant. Bon, tout le monde connaît Dice Throne. Hein. Je pense que si vous regardez la vidéo, vous connaissez Dice Throne. Les fameuses boîtes comme ça de duel. Vous connaissez forcément Dice Throne. Et donc, Dice Throne, écoutez, moi, je suis pas fan. Je l'ai toujours dit, je suis pas fan du tout du jeu. Alors j'adore les jeux d'IATC, genre King of Tokyo, c'est un de mes top 10, donc voilà. Mais pour le coup, j'aime pas, je trouve que ce jeu-là manque de variété, manque de fun. C'est bon. Dice Throne, j'ai du mal, c'est trop, voilà, je suis pas dedans, je trouve ça un peu trop... Le fait que toi t'attaques, ensuite il défend, enfin c'est trop mou, c'est trop... Je sais pas, je suis pas du tout fan du jeu. J'ai beaucoup aimé par contre, enfin beaucoup aimé. Mesurément, j'ai vraiment bien aimé la version qui est là. La version Adventure, donc la version coop, que j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure, hein, bien sûr. Mais la version coop, écoutez, très sympa. Dice Throne, j'ai quelques boîtes pour la variété des persos, mais c'est vrai que moi j'aime pas jouer aux jeux coop, j'ai acheté des boîtes juste pour la version
pas la version Adventure. Mais la version Duel, non. Ça me va pas. Et du coup, j'hésite toujours à les vendre en me disant, bah ouais, est-ce que je les vends, est-ce que je les garde, je sais pas trop. Dice Throne, ouais, je suis pas hyper fan. Ah, Animalia. Bon, Animalia, j'avais fait un retour du ludique dessus. Donc ça, c'est un petit jeu. Petit jeu, mais qui est cool à avoir, je trouve. C'est vraiment un bon petit jeu. Ça reprend la mécanique d'objectif de cartographers, donc une mécanique où vous allez avoir du scoring qui va se déclencher à plusieurs moments de la partie. Donc vous allez faire quelque chose. Donc c'est un jeu, en fait, où vous posez des cartes sur d'autres cartes, des animaux, et le but, c'est voilà, c'est de scorer, faire des objectifs. Mais comme je disais, bah, tu le fais plusieurs fois dans la partie, donc t'anticipes. Tu dois anticiper, de dire, bon là, est-ce que c'est vraiment rentable si je le fais à ce moment-là, parce que je sais que ça va revenir tant de fois. C'est un bon petit jeu. Ça, c'est un jeu que je vais garder typiquement, parce que c'est un jeu à jouer avec des gens qui jouent pas trop. Et c'est très cool. Imperium. Alors, c'est marrant. Alors, je me souviens très bien d'un commentaire l'année dernière. Imperium Légende et Imperium Antique qui sont là. Hop, je le sors quand même pour vous le montrer. Voilà. Alors, Imperium, c'est hyper marrant ce jeu parce que pour deux choses. Déjà, l'année dernière, je me souviens d'un commentaire qui m'avait dit bah, on se fait hyper chier dans ce jeu. Autant jouer c'est comme une après-midi Rami. Et bah, si tu regardes ces vidéos cette année, sache que tu m'avais fait beaucoup rire à l'époque. Parce que, en vrai, oui, c'est ça le pire. C'est ça le pire avec ce jeu. C'est que, bah ouais, on s'emmerde un peu. Mais il est pas vendu ce jeu. Parce que je l'aime bien quand même. C'est ça le pire. C'est que je l'aime bien ce jeu. Pourquoi je l'aime bien? Bah parce que c'est un jeu de deck building, donc vous jouez des civilisations asymétriques qui sont intéressantes pour la plupart, qui sont pas forcément toutes bien équilibrées. Pour celles de base, presque toutes, mais celles de légende, bon, voilà. Qui sont plus ou moins complexes aussi. Avec des parties qui durent parfois très longtemps, trop longtemps. Un automa solo qui est incroyable, qui je pense un des meilleurs, un des plus recommandés, alors qui est très, il y a beaucoup de manipulation, mais qui est très très bien foutu, ça pour le coup. Mais j'aime bien ce jeu, je saurais pas vous dire, j'adore m'emmerder. Alors j'ai pas joué depuis très longtemps pour le coup, mais j'ai pas envie de le vendre parce que j'aime bien ce jeu. J'aime vraiment bien ce jeu. Et je pense que, en fait, j'aime bien autant que je le déteste. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, on le voit bien, on voit beaucoup de gens qui aiment bien le jeu, et c'est un des jeux que je vois le plus souvent en occasion, à très faible prix. Donc, ouais. Non, non, j'aime beaucoup Imperium pour le coup, mais bon. C'est particulier, ma relation avec ce jeu. C'est vrai que bon, c'est un jeu où vraiment je me suis énervé parce que les tours de la personne avec qui je jouais étaient trop longs, quoi. Parce que c'est trop long, t'en peux plus de ce jeu au bout d'un moment, quoi. Mais je dois reconnaître qu'il a des bonnes idées. J'attends patiemment la version Horizon, donc la troisième boîte, pour avoir un peu de rééquilibrage, parce que c'est surtout ça qui m'avait déçu, moi, c'était l'équilibrage des classes. En Binding of Isaac, j'y ai pas joué. Hop. The Crew. The Crew, déjà présent l'année dernière, avec The Crew 2, que j'ai pu jouer depuis l'année dernière. Pour le coup, j'avais pas joué à The Crew 2. Donc, ça va être rapide. Ça, c'est un top 10. Ça, ce n'est pas un top 10. Mais, je dois reconnaître que celui-là, plus varié que le premier. Plus facile aussi, pour le coup, du coup. Moins punitif. Mais celui-là, plus compliqué, mais moi je m'y retrouve plus dans celui-là. Beaucoup plus. Ouais, c'est plus exigeant. Mais celui-là, très intéressant. La proposition très intéressante. Achetez The Crew et jouez-y, c'est trop bien. Si vous n'y avez toujours pas joué, c'est honteux, hein. Je vous le dis, c'est honteux. Alors, ça, c'est un jeu que je pense que personne ne connaît. Alors, c'est un des. Alors, voilà. je leur fais un coucou. C'est un des seuls jeux que le Passe-Temps, donc la chaîne YouTube du Passe-Temps, a recommandé, que j'ai acheté et que j'ai encore, parce que je l'ai grave aimé ce jeu-là. Donc, le Trône de Fer, Betwixt. Voilà. Bah écoutez, le nom est d'une étrangeté sans nom, c'est le cas de le dire. C'est un jeu de trahison. Donc, c'est à l'image de la série, ça va très bien. Alors, vous avez vu que c'est pas les images de la série, hein. Mais un jeu de trahison, un jeu où vous allez devoir jouer des cartes pour gagner des manches d'influence. C'est une mécanique très particulière, mais super intéressante, j'ai trouvé.
Et c'est vraiment un jeu où il y a énormément d'ambiance quand vous jouez. Je le trouve génial ce jeu. Voilà. C'est pas un top 10, mais surtout que c'est un jeu qui est méconnu, mais qui gagnerait à se faire connaître parce que c'est vraiment hyper fun, il y a beaucoup d'interactions. Et c'est un jeu méchant, et moi j'adore ça. Cartographers, c'est pas un top 10, mais je pense que c'est mon roll and write préféré. J'adore ce jeu. Voilà, c'est la mécanique de Nimalia, mais sur un parchemin. J'adore. Voilà. J'adore, j'ai pas grand chose à dire. J'en ai parlé déjà l'année dernière. Dans la vidéo de Ludo l'année dernière, si vous voulez un avis, vous pouvez aller voir. Mais trop bien. La version Heroes, ça ajoute un peu de variété. Bon, c'est pas. Il y a une mécanique en plus, mais qui est pas. Qui est ok. Mais voilà. Cartographers, achetez-le parce que c'est top. Skull King. Pareil, ça c'est un jeu du passe-temps. Tiens, tu vois, j'ai été mauvaise langue. Le passe-temps, ils m'ont aussi recommandé ce jeu-là. Skull King, donc bah, d'ailleurs, ils ont vraiment participé à rendre le jeu accessible chez nous. Et je leur en remercie parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup de pubs pour ce jeu-là. Donc c'est un jeu de pli où vous deviez, contrairement au jeu de pli habituel, vous devez parier vos plis. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? C'est un jeu de pli, donc contrairement au jeu de pli, vous devez gagner systématiquement toutes vos manches dans les jeux de pli traditionnels, hein, c'est le but. Là, vous devez parier combien vous allez gagner de plis à chaque manche de jeu. Donc c'est super intéressant parce que du coup, il faut, en fonction de votre main, il faut essayer d'anticiper combien, voilà, essayer d'adapter votre jeu. Vous devez perdre parfois, et ça, c'est rien que pour ça, c'est une idée brillante, c'est de se dire, il faut perdre. Donc voilà, c'est une idée géniale, un jeu pareil où il y a beaucoup d'ambiance. Moi, j'ai énormément rigolé avec ce jeu-là, donc achetez-le parce qu'il est trop cool. Alors Fantasy Realms, un des jeux les plus moches de l'histoire, hein. Ça, on est d'accord là-dessus. C'est un jeu de collection de sets. Donc, qu'est-ce qu'un jeu de collection de sets? C'est que vous avez donc 7 cartes en main qui vont comboter entre elles. Vous allez piocher des cartes dans la défausse, mais chaque carte que vous piochez, donc ça veut dire que vous allez arriver à 8 cartes, vous devez en remplacer une. Du coup, vous devez en jeter une, la mettre devant vous. Enfin, devant une pioche commune, une pose commune. Et vous devez essayer, avec les cartes que vous avez piochées, de faire un maximum de combos, d'essayer de faire une synergie avec seulement cette carte. Et pourquoi c'est génial, c'est que c'est un peu à la manière de... Qu'est-ce que j'ai pu dire tout à l'heure? Un jeu avec peu de cartes. Ah bah, un peu Res Arcana Tier, c'est-à-dire que vous avez peu de cartes, mais vous pouvez faire plein de choses avec. Et moi j'aime bien ce genre de jeu-là, c'est où tu as un peu des petits effets stylés qui vont bien ensemble. C'est un jeu qui est assez agréable, par contre la taille de la boîte est honteux, surtout que vous avez une tube box dedans. Donc un petit truc pour ranger les cartes et ça prend 30 fois moins de place. Voilà, la boîte est beaucoup trop grande, c'est n'importe quoi. Ah, alors ça par contre, putain, on n'a pas eu depuis longtemps celui-là. Cette Watch et son extension qui est derrière, que je vais pas sortir parce que sinon ça va être le bordel. J'y ai pas rejoué depuis très longtemps ce jeu-là, mais j'ai pas envie de le vendre parce que j'ai un max de contenu en fait dessus. Et du coup, bah, ça me ferait un peu chier de le vendre. Voilà. Donc, bon, le jeu est pas, il procure pas des émotions de fou. C'est un jeu qui est très solide en solo, un petit jeu très pour le voyage, très pratique, très cool. Un petit peu plus intéressant d'ailleurs, je trouve, sur le long terme que ce jeu-là, qui manque un peu de diversité, mais qui est très bien. Mini Rock, j'attends impatiemment les nouveaux KS. Mais cette Watch, donc, a un solo coop que j'ai toujours pas vendu. Je crois que j'en ai parlé l'année dernière, forcément. Donc je vous laisserai aller voir, hein, parce que je ne vais pas trop me répéter, surtout que j'y ai pas rejoué depuis l'année dernière, donc mon avis n'a pas évolué. Mais ouais, c'est pas non plus un jeu incroyable. Mais... Ah, j'ai oublié Love Letter, donc, parce que j'ai vraiment besoin d'en parler, je pense que tout le monde connaît le jeu. Puis j'en ai parlé l'année dernière aussi, je crois. Love Letter. Quoique, est-ce que j'en ai parlé l'année dernière? Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr que je l'avais testé. Mais je crois que j'en ai parlé en retour ludique. C'est génial, jouez-y. Voilà. Problème réglé. Ah, Just One. Just One, c'est pareil, je pense que c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent. Alors moi, c'est le jeu typique, pour le coup. Si vous connaissez pas les jeux de société, commencez par Just One. C'est génial. Je veux dire, c'est
universel, un jeu avec des mots. Je trouve que c'est beaucoup plus... ça accroche beaucoup plus les gens que Codenames, parce qu'ils sont en coop. Parce que voilà, on joue vraiment avec les gens, on essaie de comprendre les gens pour éviter de dire des indices identiques. Donc Just One, non, c'est parfait comme jeu. C'est vraiment un jeu... ouais, c'est un jeu que je vais garder parce que je le trouve brillant. Voilà. Et très cool, Just One. C'est un jeu que j'ai réussi à faire jouer avec toute ma famille, pour vous dire. Donc, pour dire que voilà, rien que pour ça, il mérite beaucoup de respect. Seven Wonders Duel, j'en parle pas, j'y ai pas joué depuis l'année dernière. Mais je le garde parce que je considère que c'est vraiment un excellent jeu. Ah, Horizon. Donc, Horizon et Spirit Island. Donc, je vais pas en reparler, on en a parlé tout à l'heure. Mais super cool, cette version disponible qu'en anglais pour l'instant. Je vais vous en faire une review très prochainement. Donc au lieu d'en parler là et de spoiler la review, parce que je sais très bien ce que je vais dire dessus, j'ai fait 7 parties de ce jeu. J'en parlerai lors de la review. Voilà. Et Spirit Island, le jeu de base, j'en ai fait qu'une seule. Voilà, juste pour vous donner une petite idée. Expédition autour du monde. Voilà, de Kramer. Alors ça c'est pareil, c'est un jeu que j'ai pu faire jouer à ma famille parce qu'en fait c'est très malin. On est vraiment sur un délire aux aventures du rail, mais où on s'emmerde pas. Donc rien que pour ça, achetez-le. Et s'il vous plaît, arrêtez de poster des images d'aventures du rail sur les groupes Facebook. Postez des vidéos de ce jeu-là parce que je le trouve carrément mieux. Ma partie des aventures du rail, je me suis fait chier de ouf. Ça, chaque fois que je le sors, je m'amuse. Donc rien que pour ça. Je vous le conseille. En tout cas, si vous me dites que les aventures du rail c'est mieux qu'Expédition, je comprends pas. Je vous le dis, on va pas se comprendre. Alors là, on retourne sur des. Ah non, j'allais dire sur des jeux experts, mais. Ah, putain, je vais commencer par celui-là. Ah, alors là, top 10, les gars. Un top 10. Vous devez avoir chez vous au moins un exemplaire de King of Tokyo. C'est obligatoire. Si vous jouez avec des gens, vous êtes obligé d'avoir ce jeu-là. Parce que ce jeu-là, moi, je pourrais lancer je sais pas combien de parties d'affilée sans me lasser. Voilà, c'est le jeu où j'arrive pas à me lasser. C'est King of Tokyo, ça se fout sur la gueule. C'est du Yatsé. C'est voilà, c'est parfait comme jeu. J'avais pas grand chose à dire. Si vous connaissez pas, renseignez-vous parce que c'est trop bien. J'adore King of Tokyo. Vraiment, on s'amuse trop sur ce jeu. Et tout le monde s'amuse. Voilà. Ouais, j'ai des jeux là, c'est impossible de sortir. La belle couve de Vindication. Voilà, alors Vindication. Bon, j'ai fait une review dessus. Je vais quand même vous en reparler. J'y ai pas rejoué depuis la review. Que je vous conseille d'aller voir. Il y a moyen que ce soit moins chiant comme jeu. Parce qu'en fait, j'adore ce jeu. Je le trouve vraiment super intéressant. J'adore le fait qu'il y ait plein de petites extensions à rajouter. Ce que je trouvais dommage dans le jeu, c'est que on puisse couper la partie trop vite. Et en plus, moi, la partie que j'avais fait, j'avais pas fait en sorte que ça se coupe encore plus vite. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu peux rajouter des home rules où finalement ça se coupe un peu moins vite. Mais après, il faut pas en rajouter trop de contraintes pour empêcher que ça se finisse vite parce que le jeu est quand même calibré dessus. Donc si tu le fais pas, les monstres pour moi vont devenir trop forts. Donc c'est un jeu 1 Eurogame avec un thème un peu plaqué mais quand même sympa. J'aime bien ce jeu, je le trouve trop cher par contre pour ce que c'est, mais il est cool si vous le trouvez en occasion un peu moins cher, prenez-le parce que vraiment j'adore ce jeu. J'ai hâte d'y rejouer parce qu'il est vraiment super cool. Voilà, pas de prise de tête avec Vindication, ça fonctionne bien. Ah, voilà un jeu que j'aimerais bien jouer à nouveau, mais c'est pareil qui prend 36 heures. Ibris, Disordered Cosmos. C'est tous les superlatifs hein, pour ce jeu. Hein. Non, je le trouve toujours, enfin dans mon esprit, hein, faudrait que j'y rejoue. Je trouve toujours aussi bien. Voilà. J'ai même calé la suite, là, les extensions, pour me remettre dedans. J'adore ce jeu. Voilà. Je vous laisse aller voir la review que j'ai fait. Parce que je trouve elle est pas mal aussi, également. Non, il est vraiment très très bon. Ça, c'est vraiment un bon jeu. Pareil, je crois que c'est assez clivant, les gens, je trouve. Pareil, il y a des gens qui disent que les règles sont pas très claires. C'est pas mon cas. Je le trouve justement très très clair. À part une ou deux exceptions qui méritaient une FAQ. Très bien. Très très bon jeu, Ibris.
Subterra. J'y ai pas rejoué depuis l'année dernière. Mon avis a pas changé depuis le test. Vraiment un jeu trop bien. Mais en termes de jeu, on va dire, d'exploration et tout, avec des trucs qui nous poursuivent, je sais pas. Maintenant, je joue à Nemesis, quoi. La comparaison fumeuse. Non, non, Subterra, c'est pareil, si les gens connaissent pas les jeux de société, je le trouve vraiment super bien, ce jeu-là. C'est un jeu d'appel aux joueurs qui est vraiment super cool. Donc, j'ai pas rejoué. C'est pas l'envie qui me manque, mais il y a d'autres jeux, quoi. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Bon, en bas, je vais pas le sortir parce qu'il est sous une montagne de. Il y a Hoplomachus Victorum dessus et le 7ème continent. C'est Aeon's End Legacy. Voilà. Donc Aeon's End Legacy. Que dire? Bah, c'est que c'est super bien. Alors, donc, c'est la version. Bon, Aeon's End, vous devez connaître, hein. Bon, je vais les présenter tout à l'heure. Mais Aeon's End Legacy, c'est la version Legacy. Donc Legacy, en gros, c'est un mode campagne où vous utilisez des composants que vous n'allez pas pouvoir réutiliser. Donc c'est assez particulier. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le concept de Legacy, hein, pour le coup. Mais ce Legacy-là, il est intéressant parce que il est vraiment bien foutu. C'est Aeon's End, donc déjà, c'est super bien de base. Et ce Legacy-là, il est top, en fait, vraiment, je le trouve. Il est prenant en fait. L'histoire est OSEF, hein. L'histoire vraiment on s'en branle complètement. Mais par contre, les mécaniques rajoutées sont vraiment à la hauteur et très cool. Mais par contre, c'est vraiment une expérience à faire qu'une fois, donc je la trouve très chère. Le jeu est à 70 € sans promo, donc c'est quand même très très cher. Mais si vous le trouvez en promo, vraiment je vous recommande parce que vous avez passé vraiment du bon temps et c'est pas si cher que ça si vous réfléchissez au temps que vous avez passé. Donc, bon, après, ils disent que les cartes et tout sont utilisables en dehors. Mais non, non, vous n'allez pas pouvoir dans un serveur, c'est pas du tout équilibré pour le jeu de base. Donc, non. Je suis pas d'accord avec le fait d'utiliser les cartes en dehors parce que ça ne fonctionne pas bien. Bon, j'ai bien rangé mes jeux, alors forcément, pour les sortir, c'est toujours quelque chose. Bon, Exodus. J'y ai rejoué, hein, depuis la vidéo de l'année dernière. C'est un jeu qui a beaucoup plu, énormément plu. C'est un roguelike d'exploration. Roguelike, donc vous avez vaisseau et tout, vous pouvez customiser un petit peu. Vous avez de l'aléatoire, vous avez de l'exploration, vous chopez du loot, etc. Vous montez de niveau. Exodus, c'est vraiment trop bien. C'est toujours aussi bien. J'attends quand même une petite version, une petite V2 avec du contenu supplémentaire parce que je trouvais que c'était quand même assez répétitif au niveau des vaisseaux, etc. J'ai fait 3 parties d'Exodus et c'est trop bien. Voilà. Si vous le trouvez, achetez-le parce que c'est top, Exodus. Moi, je le trouve génial. En plus, c'est un petit jeu. Il est pas très cher et pour le prix qui a été vendu, l'expérience est vraiment incroyable. D'ailleurs, les gens avec qui je l'avais recommandé ce jeu-là l'ont acheté et ils ont eu du mal à décrocher. Donc, pour vous dire à quel point le jeu est bien. Et il n'est pas du tout connu. Il y a Dice Throne Adventure. Dice Throne Adventure. Il y a du mal à sortir. J'espère que j'ai pas. Alors, une boîte vraiment exceptionnelle pour le coup. Hop, voilà. Dice Throne Adventure. Donc, j'en avais parlé tout à l'heure, le mode coop de Dice Throne. C'est quand même très bien foutu. Il n'y a pas que de la production derrière. Il y a quand même des mécaniques, des idées qui sont intéressantes. C'est très mécanique, mais c'est très. Ça fonctionne. J'aime pas dire que ça fonctionne bien, mais. Ce qu'on lui demande, Dungeon Crawler mécanique, il le remplit très bien. Voilà. Il en fait pas plus. C'est comme un bon élève, mais qui est pas très créatif, tu vois. Il va faire ce qu'on lui demande, il va le faire bien. Il va pas être non plus proposer des idées très originales, mais il bosse bien. Dice Throne Adventure, c'est ça. N'y jouez pas à plus de 2. Moi, j'ai fait cette erreur-là, parce que sinon, t'as trop de temps mort et tu te fais un peu chier. Mais par contre, en solo ou à 2, c'est cool. Voilà, je garde un peu le même avis que la review. Ce que je peux dire peut-être en plus, c'est que c'est dommage qu'on puisse pas changer de perso pendant la campagne, parce que je trouve que l'intérêt de Dice Throne, c'est aussi de se dire, bon bah voilà, là, j'en ai marre de mon perso, je vais changer, quoi. Alors il s'est passé quelques jours, parce que bon, quand même, il fallait se reposer après toutes ces émotions. Je
pouvais pas présenter autant de jeux sans faire une pause. On va continuer. Alors là, maintenant, ça va être des gros jeux, puisque là, à peu près tous les petits jeux, enfin, petits jeux, la majorité sont quand même gros, mais là, c'est les grosses boîtes que j'ai en exposition que vous voyez pas, qui sont derrière vous. On va commencer par une boîte très lourde. Ah putain, qui pèse une tonne. Il s'agit de Cloudspire. Eh oui, Cloudspire. Alors, un jeu que vous avez peut-être entendu parler. Putain, la boîte est lourde. Vous avez peut-être entendu parler parce que pour son très bon mode solo, parce qu'en fait, bah, il est très réputé, le mode solo de Cloudspire, a raison, parce qu'en fait, c'est vraiment excellent. Alors, Cloudspire, qu'est-ce que c'est? C'est une promesse qui est assez intéressante, c'est de dire, voilà, on va mixer plein d'éléments du Tower Defense, un peu du MOBA, et faire avec un jeu d'escarmouche, et mixer tout ça, et avec des factions asymétriques qui peuvent évoluer dans leur base. Et voilà, et on va produire un jeu qui pèse une tonne, ça c'est certain, avec un matériel premium, etc. Alors Cloudspire, ouais, c'est vraiment... Alors moi j'aime beaucoup ce jeu, je l'aime vraiment énormément. Je vais le reposer parce que je vais pas pouvoir... je vais pas pouvoir tenir 10 ans dans la position de merde. Donc Cloudspire, pourquoi c'est cool? Bah parce qu'en fait c'est très intelligent, c'est un jeu qui de planification, vous allez devoir vraiment anticiper correctement vos actions parce que la moindre erreur peut être fatale. Alors il y a pas mal de règles, c'est pas forcément un jeu qui est facile à prendre en main, même je pense qu'il met quand même vraiment du temps. C'est un peu à la Too Many Mods, mais de toute façon c'est les mêmes éditeurs, c'est Chip Theory. C'est que vous allez apprendre plein de choses au fur et à mesure du jeu, et au début bah, vous allez vous faire exploser, il y a plein d'éléments que vous n'allez pas avoir en tête. Donc ouais, c'est des jeux qui sont difficiles à appréhender, mais assez satisfaisants parce qu'on a quand même l'impression d'avancer, vraiment de s'enrichir du jeu. Et voilà, c'est des propositions qui sont cool, mais il faut vraiment s'impliquer. Les scénarios solo sont vraiment compliqués. Après, c'est un jeu, c'est rigolo parce que moi, je vous le dis, je joue vraiment pas beaucoup en solo. Pour le coup, j'y ai joué en solo et j'ai bien apprécié en solo le jeu. À 2 joueurs également, mais je pense qu'à plus de joueurs, ça me paraît très compliqué. Parce que bah, le jeu n'est pas du tout calibré pour ça. Ça fait partie de ces jeux où vous pouvez jouer à beaucoup, mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que voilà, les scénarios solo sont vraiment très bien foutus. Et en duel, ça fonctionne, mais attention, la partie va durer quand même un certain temps. Donc voilà. Mais Cloudspire, je vous recommande. C'est vraiment très très bien. J'en ai pas fait de review, mais j'aime beaucoup quand même. Alors ensuite, un jeu que peut-être peu de gens connaissent pour le coup, beaucoup moins, je pense, que Cloudspire, qui a quand même une certaine réputation maintenant. Il s'agit de Moonrakers. Alors très belle boîte. Je vous laisse regarder. Très grosse aussi, qui prend pas mal de place. Donc Moonrakers, ça parle de quoi? Donc déjà c'est un jeu Kickstarter exclusif qu'ils aiment bien nous rappeler en bas. Vous voyez pas forcément, mais... Alors moi j'aime bien, je l'avoue, hein, j'aime bien les jeux Kickstarter exclusifs parce que bon, t'as quand même pas mal de jeux où au final tu fais un prêt à taux zéro, mais en fait ça sert juste pour l'avoir un mois avant les gens ou pour financer un projet qui finalement sort au KLM et en plus on a pu le voir pour moins cher parfois. Ou du moins plus avantageux. Et... En fait, il y a plein de trucs, je me dis, ça n'a pas vraiment d'intérêt, les caisses, parce que finalement, t'attends le même temps quasiment que le retail, t'as pas d'avantage, et t'aurais pu faire autre chose de cet argent. Donc c'est pour des éditeurs qui, de toute façon, n'ont pas besoin de cet argent pour financer leur jeu. Enfin bref, ça c'est un avis sur Kickstarter. Mis à part ça, on va parler de Moonrakers. Donc Moonrakers, alors moi j'aime bien les jeux, vous avez pu le voir un peu avant, hein, les jeux qui mixent du deck building avec une autre mécanique. Et Moonrakers, bah, c'est un peu ça la promesse, c'est de se dire voilà, on prend du deck building, donc deck building vraiment tradi, c'est-à-dire vraiment tout le monde commence avec la même main. De toute façon c'est... Donc deck building, donc voilà, tout le monde commence avec la même main et vous allez essayer d'aller choper des cartes
dans un but, c'est de remplir des contrats. Et pour remplir ces contrats, en fait, ils sont volontairement assez compliqués pour que vous soyez obligé de faire appel aux autres. Les autres joueurs, si vous voulez, donc c'est là où va entrer une mécanique de négociation. Vous allez négocier les récompenses de ces contrats. Et du coup, bah, c'est cool parce que ça parle pas mal autour de la table. Il y a beaucoup d'interactions. Jusqu'à obtenir un deck assez fort pour réussir à faire les contrats puissants tout seul. Voilà. Donc Moonrakers, j'aime bien. J'aime beaucoup le jeu. Franchement, je trouve la mécanique est très originale. Enfin, en tout cas, c'est une bonne idée de l'avoir mixé à du deck building. Ce que j'aime un peu moins, c'est que tu peux solo les contrats à la fin et du coup, bah. Enfin, c'est satisfaisant quand tu y arrives, mais c'est un peu. Du coup, t'as l'aspect négociation, il s'envole complètement. Donc bon, c'est un peu dommage sur ça, mais en tout cas, après, t'as les extensions qui sont présentes donc, dans cette boîte, qui, elles, rajoutent pas mal de choses intéressantes pour éviter justement rendre le jeu un petit peu plus exigeant, ou éviter que tu peux faire tous les contrats, et donc que tu peux les faire tout seul très facilement. Pareil, dans le jeu, tu as des contrats que tu peux faire tout seul qui sont très simples. Bon, c'est un peu abusé, tu vois. Faut vraiment, je trouve ça vraiment bien de développer cette mécanique de dire, voilà, les contrats solo, on essaye de les développer. Je trouve ça vraiment bien de se dire, voilà, on a une mécanique de négociation et de le faire jusqu'au bout, comme a l'air de faire ces extensions. Je n'ai pas encore testé. Mais j'aime beaucoup Moonrakers. Voilà, je vous le conseille. Il y a une. Vous n'êtes pas obligé de prendre les versions avec les extensions, hein, parce que c'est quand même. Les jeux de cet éditeur chiffrent énormément. C'est quand même un peu cher pour ce que c'est, je dois avouer. Mais j'aurai l'occasion de faire une review peut-être un jour. Alors, ensuite. Alors, ça va vous étonner aussi. Darkest Dungeon, The Board Game. Alors, j'en ai parlé dans un retour ludique, donc c'est pas vraiment étonnant. Ça, c'est la boîte des figurines, hein. C'est pas la boîte du jeu, qui est juste à côté, qui pèse une tonne, parce que j'ai l'insert en bois. Le jeu est pas à moi en plus. Donc, bon, un jeu des preneurs d'otages, Mythic Games. Donc j'en ai un, alors je l'ai eu alors que plein de gens ne l'ont pas. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui l'attendent et qui pensent qu'ils l'ont jamais, ce qui peut se comprendre en fait en soi. Donc Mythic Games, non, Darkest Dungeon. C'est un dungeon crawler un peu avec des mécaniques un peu hardcore, entre gros guillemets, parce qu'en fait ça reste pas, c'est pas si difficile que ça comme jeu. Il y a juste, ça reprend les mécaniques du jeu vidéo qui sont un petit peu punitifs dans le sens où c'est des choses, tu peux avoir des choses négatives qui s'accumulent au fur et à mesure de ton aventure, avec une DA très sombre qui est très iconique maintenant. Je trouve que c'est un dungeon crawler qui est assez satisfaisant en groupe de 4. Vous pouvez jouer moins, mais vous allez vous retrouver à jouer plusieurs persos, ce que je trouve toujours dommage dans les jeux. Moi, c'est le cas quand j'y joue, on joue à 3. Mais voilà, donc une bonne proposition. J'ai cru comprendre que les jeux Mythic Games, c'était quand même pas tout le temps une dinguerie, mais celui-là. J'aime vraiment bien jouer, j'aime vraiment bien le sortir, je m'amuse vraiment dessus. Donc non, bah, j'espère que des gens auront la chance d'y jouer un jour parce que bah, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, il y a beaucoup de variété en plus au niveau des ennemis. Il y a pas mal de classes, de personnages, celles du jeu vidéo. Donc ouais, non, Darkest Dungeon, c'est un oui pour moi. Voilà. Alors ensuite, on va passer à un de mes jeux préférés qui n'est pas dans le top 10 quand même, mais que je trouve vraiment super satisfaisant à jouer. Il s'agit de Uprising. Voilà. Avec une très belle couverture. Alors, Uprising, donc, c'est un 4X, donc un mix entre un 4X. Alors, c'est une proposition qui est assez rare, parce que c'est un 4X qui est complètement coopératif. Et qui a une particularité, un twist que je trouve vraiment intéressant, c'est que donc vous êtes en coop avec les autres joueurs et vous jouez contre deux ennemis différents et qui s'affrontent en même temps eux aussi. Donc il y a moyen de faire des choses qui sont assez rigolotes, que je trouve assez originales dans un jeu comme ça. Donc vraiment c'est une belle surprise.
C'est une édition qui est quand même qui est exceptionnelle au niveau de la DA, des illustrations. On a une patte qui est vraiment très originale. Et le rangement au top, c'est vraiment un jeu qui est très agréable à sortir et qui est très fonctionnel au niveau des mécaniques de 4X. Mais vraiment, moi, j'aime bien jouer à ce jeu. J'aime beaucoup créer du chaos. En fait, il y a beaucoup de chaos parce que les deux adversaires, les deux camps adverses peuvent s'affronter. Donc, vous avez envie de créer presque du sabotage pour qu'ils se foutent sur la gueule eux, mais que vous en bénéficiez. Et en même temps, parfois, bah, vous avez les deux sur la tronche de chaque côté. Donc, bah, c'est pour ça que il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce jeu. Ils auraient pas fait ça, je pense que je m'en serais pas autant souvenu. Mais Uprising, ouais, j'adore ce jeu, j'adore le sortir. En plus, il développe les extensions vraiment intelligemment, je trouve, sur ce jeu-là. Donc, non, très très bonne surprise, je vous le recommande. Bon, il est très difficilement trouvable pour le coup. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas parce que c'est top Uprising. Alors, donc ensuite, un jeu du top 10, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je pensais qu'ils étaient tous là, mais non. Donc, un jeu très connu, ou du moins une série très connue. Après le jeu, hop, je suis pas sûr à 100%, mais quand même, hein, vous avez dû vous faire spammer par les promos et autres pubs pour ce jeu. Il s'agit de Nemesis et la version Lockdown. Alors, Nemesis Lockdown, pourquoi j'aime autant ce jeu? Bah, déjà, c'est Nemesis. Vous devez forcément connaître le principe de Nemesis. Sorte de jeu en... C'est pas un jeu coop en fait. Il faut se sortir cette idée. Hein. Vous n'êtes jamais en coopération dans Nemesis. Pour moi, c'est un jeu d'alliance temporaire, puisque vous avez des objectifs personnels bien définis. Même des gens qui prennent des objectifs de gentils sont parfois en fait contre vous. Donc c'est parce que vous avez des intérêts opposés. Donc non, ce n'est pas un jeu coopératif, mais c'est vraiment un jeu avec une atmosphère particulière pour ces raisons. Et que je trouve super intéressant, surtout dans cette déclinaison de Lockdown, parce qu'en fait, le problème que j'avais dans le Nemesis de base, c'était que je trouvais qu'on faisait toujours la même chose au niveau de la routine. C'est-à-dire que souvent, vous commencez, vous allez voir les moteurs, vous allez voir le cockpit, et après, c'est un petit peu, voilà, on explore les salles, on explore les objectifs, et ça s'arrête là. Dans cette version, il y a des petites particularités qui font que, en fait, les parties sont beaucoup plus variées, même si souvent on commence en haut ou on commence en bas, on va tout en bas. Il y a quand même le fait que les conditions pour s'échapper soient vraiment assez singulières et la contingence font que ça rajoute beaucoup plus de variété et j'aime bien ce qu'ils ont fait. En plus, il y a deux plateaux avec un plateau un petit peu plus hardcore. Non, franchement, puis je trouve les persos un petit peu plus intéressants que dans le premier aussi. Donc voilà, Nemesis c'est top. Chopez-le si vous pouvez. Franchement, je trouve ça vraiment trop bien comme jeu. J'adore le sortir et vraiment à chaque fois que je peux y jouer, j'y joue quoi. Ensuite, deux jeux, parce que je les présente en même temps, qui étaient déjà l'année dernière. Aeon's End, les deux couves des boîtes. Donc, la version War Eternal et la version normale, qui pour moi sont les meilleurs. Les deux premiers, c'est les plus originaux. Celui-là, il invente. Et celui-là, il sublime, on va dire. Donc, bon, Aeon's End, je le considère un peu d'office comme mon top 1 parce qu'en fait c'est le premier jeu moderne, vraiment très moderne sur lequel j'ai pu jouer. Et donc à ce titre, il a une place vraiment particulière dans mon cœur. Donc c'est un jeu de deck building coopératif qui fonctionne du feu de Dieu. Voilà, franchement, qui ne connaît pas ce jeu-là, je vais pas en faire une histoire. J'y ai pas rejoué depuis un moment, cela dit, parce que j'en ai tellement bouffé pendant longtemps de Aeon's End que bah voilà, j'ai plus trop le temps d'y jouer, j'ai envie de découvrir d'autres jeux. Mais non, mais c'est toujours aussi bien, voilà, il faut le dire. Ce qui est juste un peu chiant, c'est quand vous commencez à avoir plein de boîtes. Parce qu'en fait, ce qui est dommage avec ce jeu-là, c'est que c'est devenu vraiment un marketing. Donc il y a beaucoup de boîtes qui sortent, beaucoup d'extensions.
Pour réussir à mixer tout ça, parfois, parce que des fois vous avez peut-être envie de mêler les extensions, les boîtes ensemble, je trouve ça un peu compliqué. Voilà. À part si vous devez acheter des inserts. Moi j'ai pris le choix, je me suis dit que c'était pas mal de prendre un classeur de cartes, où vous rangez les cartes. Bon, voilà. On trouve des solutions alternatives, et puis parce que en fait je trouve que le fait de mixer et de vouloir jouer avec tout, parce que bah, t'as envie de jouer avec tout, t'as payé, bah en fait parfois ça te décourage un peu, parce que tu dois ressortir toutes les boîtes, etc. Donc non, c'est vrai que c'est bien, mais si vous voulez tout avoir, c'est quand même un investissement qui est conséquent au niveau de temps et niveau financier, évidemment. Mais de base, c'est pas un jeu qui coûte très cher, je trouve ça cool aussi. Alors ensuite, pareil, un jeu que je n'ai pas touché depuis longtemps, mais je ne compte pas le vendre. Il s'agit de Warp's Edge. Donc je vous ai fait quand même pas mal de vidéos. Non, je ne compte pas le vendre, même si je suis pas un joueur trop solo à la base. Ce jeu-là, c'est vraiment trop une pépite. Je trouve Scott Ames aux commandes, non, vraiment très très bien. J'ai envie de vraiment tester le contenu que j'ai pas fait, la dernière extension qui est vraiment excellente. Il y a tellement à développer sur ce jeu, c'est hyper malin comme jeu. C'est pour ça que ouais, je vais le garder parce qu'il est vraiment trop cool. Ah, on va parler d'un jeu que j'aime bien, mais un auteur que j'aime pas beaucoup. Alors, L'ombre de Killforce en français et Gloom of Killforce en anglais. Un jeu qui doit parler beaucoup aux joueurs solo. Un jeu très thématique. Alors, donc, ce jeu-là, je l'adore. J'adore pour une raison, c'est les illustrations. C'est une illustratrice que j'aime énormément, qu'on n'a pas revu depuis, parce que je pense que ça s'est tellement mal passé avec ce jeu-là, elle a tellement dû cruncher, la pauvre, que bah, c'est pour ça qu'on la voit plus maintenant. J'ai regardé sur Board Game Geek, plus de traces d'elle, donc c'est trop triste. Gloom of Killforce, donc c'est un jeu un peu particulier, vous baladez sur une map, vous devez faire des quêtes pour gagner en puissance, vous avez un certain nombre de jours pour le faire. Et à la fin, vous avez concrètement un boss de fin qui pop et vous devez le détruire. Et c'est un petit peu un jeu qui prône une certaine narration émergente. J'en ai déjà parlé de toute façon, là, je pense, l'année dernière. Gloom of Killforce, donc bah, en français presque introuvable, hein, l'ombre de Killforce. Je pense que même si je suis pas trop un joueur solo, je me séparerai pas de ce jeu parce que bah, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a des mécaniques qui sont cool. C'est un jeu qui finalement, quand vous n'êtes pas trop dans le délire, vous imaginez des histoires, ça reste très mécanique. Mais ça fait le taf parce qu'à côté de ça, t'as des belles illustrations, t'as des mécaniques qui sont quand même assez originales, assez sympa. Bon, c'est un peu trop lancer de dés à la folie et au bout d'un moment, bon, voilà, tu te dis que t'as quand même peut-être mieux à jouer. Mais c'est cool. De temps en temps, moi j'aime beaucoup le jeu. Alors, j'ai la suite également, et j'ai même le dernier jeu qui vient d'arriver. Ce que j'ai à dire, c'est que la suite, notamment, donc vous pouvez mixer les boîtes, entre elles, mais franchement, le deuxième, les illustrations, à partir du deuxième, c'est quand même d'un mauvais goût assez prononcé. Mais il y en a certaines, ça fait peur, hein. Vraiment, c'est. Waouh, quand tu passes de Killforce du premier au second, tu fais ah oui, d'accord. Ouais, c'est compliqué. J'ai regardé le troisième, ça va, c'est beaucoup mieux. Mais ouais, non. Et puis moi, j'ai beaucoup de mal avec cet auteur parce que j'ai concrètement l'impression qu'il fait toujours la même chose. Et en plus d'être pas un personnage qui réagit correctement aux critiques, je trouve. Donc voilà, c'est compliqué. La relation que j'ai avec Killforce, j'aime pas son auteur, mais je trouve quand même que ce jeu-là particulièrement, c'est un grand jeu. C'est quelque chose qui a apporté quand même au monde du jeu. Bon, bah je me suis aperçu que j'avais plus de jeu. Voilà, en fait, quand on était Killforce, c'était le dernier jeu que j'avais dans ma ludo, hors des extensions bien sûr qui prennent une place de dingue, et les jeux que j'ai à tester, qui sont pas encore testés parce que ça c'est pareil, ils sont quand même nombreux. Vous allez peut-être même en voir dans l'étagère, hein, très clairement.
Je l'assume. Voilà, il y a des jeux qu'il faudrait vraiment que je spamme. Bon, ici, il n'y en a pas trop dans celle-là, donc ça va. Mais ouais, là-bas, c'est compliqué. Après, c'est beaucoup d'extensions que pas tester surtout. Euh, donc, je vais parler de jeux qui viennent en tête parce que en fait, il y en a qui sont pas actuellement chez moi. Donc, du coup, je vais pouvoir en parler. Donc, déjà, on va commencer par Etherfield, que j'ai toujours, Etherfield. J'ai d'ailleurs des extensions qui se baladent un peu à droite, à gauche. Alors, Etherfield, c'est un jeu de Awaken Dreams. Donc, la proposition, c'était que. Alors, j'en ai parlé vite fait l'année dernière, mais je n'avais pas encore testé. La proposition, c'est que vous êtes un rêveur, vous éveillez dans le monde des rêves. C'est un jeu à campagne narrative. Et vous devez un petit peu comprendre ce que vous foutez là et vous échapper. Et donc, c'est un jeu il y a du deck building dedans, mais honnêtement, c'est plus un jeu d'exploration et la mécanique de deck building, elle est très mineure, voire frôlant le ridicule, je trouve. Parce qu'en fait, elle sert euh, très succinctement et en plus, bah, dans les combats, enfin, c'est vraiment naze les combats pour le coup. Mais c'est pas ce qu'on demande au jeu, c'est surtout un jeu où il y a une vraie ambiance, un vrai univers qui est très original. Et ce que j'ai trouvé bien dans Etherfield, c'est que vous avez vraiment la manière dont l'histoire est racontée, elle est faite de manière très humoristique, très légère, et je trouve ça intéressant en fait pour un jeu à campagne, parce que tout est, dans les jeux à campagne narratifs, tout est très sérieux. Et donc le fait que là c'est un petit peu léger, un petit peu drôle, parfois ça blague pas mal, c'est très bienvenu, et pour ça, ça mérite toute votre attention. Voilà, j'avais également Beast. Donc Beast, un jeu qui est très intéressant pour le coup. Donc les fameux jeux où vous avez un one versus all, donc un overlord hein, concrètement. Donc il y a un joueur qui joue la bête, il y a d'autres joueurs qui jouent les chasseurs. Vous jouez un objectif, il y a chacun à leur propre, chaque camp a son objectif. Et donc la bête doit se déplacer en se dissimulant et gagner en puissance en attaquant les animaux qui se baladent un petit peu dans les contrées et pour réaliser son objectif en gagnant en puissance. Et ce qui est intéressant dans Beast, c'est que c'est un jeu de draft. Donc vous jouez des cartes actions que vous avez au préalablement fait tourner, donc en mode pick and pass, avec vos cartes propres à votre rôle, puisque c'est un jeu qui est asymétrique. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est un jeu, quand vous commencez à y jouer, vous avez vraiment l'impression que c'est très déséquilibré. Alors ce qu'on a pu voir avec les gens qui commencent à jouer à Beast, c'est que c'est déséquilibré d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que la bête est trop forte, il y a des gens qui trouvent que les chasseurs sont trop forts. Et en fait, le vrai équilibrage du jeu se dévoile au fur et à mesure avec des gens qui commencent à comprendre les secrets un peu du jeu, puisque c'est pas un jeu qui se dévoile vraiment dans sa première ou sa deuxième partie, il faut du temps. Et au final, après vraiment énormément de games, on se rend compte que le jeu est quand même vraiment assez bien calibré, assez bien équilibré. Il faut vraiment communiquer. En fait, ce qui est ouf, j'ai trouvé ça assez bien, c'est que les gens qui jouent chasseur, pour coopérer, doivent vraiment énormément communiquer, beaucoup plus que dans la plupart des jeux. Ils sont même autorisés à le faire, parce que souvent, dans les jeux comme ça, en fait, les gens peuvent parler, mais ils n'ont pas énormément d'infos primordiales à se transmettre. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment... il faut vraiment jouer avec ses alliés, et pour ça, ça crée une vraie ambiance. Et le joueur qui joue la bête a une vraie pression, mais une vraie satisfaction en fait de la jouer. Donc non, non, une très bonne proposition. Je sais que c'est un jeu qui a cartonné aux États-Unis. Moi, je le préfère à Mind MGMT parce que j'ai beaucoup plus l'impression de comprendre, d'arriver à suivre ce que fait le personnage qui joue tout seul. En Mind MGMT, j'ai un peu l'impression que c'est quand même parfois, c'est un peu bullshit au niveau des déplacements. Mais voilà, non, non, c'est très bien ce genre de jeu, je le trouve très bien. J'avais testé MyDMGMT, mais j'avais vraiment pas trouvé ma voie là-dessus. Et là, Beast, ouais, c'est vraiment le jeu qu'il me fallait. Donc, non, non, je vous le conseille de regarder du moins un petit peu ce que ça donne. Je ferai peut-être une review parce que j'ai fait quelques games. Donc, voilà. Et est-ce que j'ai d'autres jeux que j'aurais mais qui sont pas là? Je crois pas, en tout cas pas des miens. Euh, je regarde, faisons un dernier tour. Bon, il y a plein de jeux. Hmm.
Non, bah écoutez, je crois qu'on est pas mal, hein. Bah, tu sais, je suis en mode, comme j'ai fait une coupure, je suis presque en mode, putain, mais il y a que ça. Alors qu'en fait, on en a fait beaucoup, beaucoup trop. Ok, ok, donc, voilà, un petit peu pour les avis. Donc, il y a pas mal de jeux qui sont partis récemment aussi. J'essaye vraiment les jeux que je joue pas, de les dégager parce que bah, sinon, vous ne voyez pas, mais j'ai pas énormément de place pour les stocker. Et je garde vraiment que les jeux où je me dis, tiens, ça devrait être intéressant de les faire découvrir à des gens, etc. Ah, mais voilà, c'était long, laborieux. J'espère que ça vous aura plu, que peut-être il y a certains jeux qui vous donneront envie de peut-être vous y intéresser, regardez des vidéos dessus, allez-y, hein, il y en a tellement sur le net. Beaucoup plus, qui vous apporteront beaucoup plus de réponses en temps court que moi publier des reviews. Voilà, je vais pas parler du retour qui a été fait sur ma dernière vidéo, peut-être que je l'aborderai autrement, ni des prochaines vidéos, parce que là je vais essayer de reprendre des reviews sur des jeux, les jeux que j'ai pu évoquer. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Et ben écoutez, si c'est le cas, bah merci, puis on se retrouve à une prochaine fois. Salut!